Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que les cheveux poussent pas trop à l'envers ce matin. Non, pas du tout. Donc aujourd'hui, on va parler de Kotlin et de Gradle. Euh, on va gratter un peu la surface, voir ce qu'il y a un peu de chaque côté, et j'espère que ça vous donnera envie de creuser un peu. Donc on va parler de Gradle, de Kotlin, voir ce qu'il est un peu en détail. On va regarder une application d'exemple avec son build en Gradle et l'application en Kotlin et voir comment tout ça se marche ensemble. Et puis détailler un petit peu là où Gradle et Kotlin bossent ensemble, puisqu'on peut écrire son build Gradle en Kotlin. Très vite fait, qui je suis? Je m'appelle Paul, je travaille chez Gradle depuis presque 8 ans. Gradle, ça existe depuis 15 ans maintenant. Et le but de ce truc-là, c'est d'améliorer la vie des devs en les rendant plus productifs et en essayant de faire un truc performant et maintenable. Donc c'est open source. J'ai bien dit essayer. C'est un but très 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 difficile. Ouais. Euh, donc c'est Gradle le build tool maintenant. Je crois que ça fait 1 an que sur les nouveaux projets qui arrivent sur les forges publiques, on a indexé GitHub, GitLab. Ça a dépassé Maven pour le monde Java. C'est le système de build par défaut pour Android. Donc ça fait beaucoup d'utilisateurs. Voilà, 30 millions de plus de downloads par mois, etc. Bon, ça, pour ce que ça peut vouloir dire. C'est open source, mais on est une entreprise et du coup, il faut bien qu'on mange. Du coup, on a un produit commercial. Alors, rapidement, c'est un serveur qu'on connecte au build et qui permet de collecter les données de tous les builds des développeurs de la CI et d'avoir un endroit centralisé avec des enregistrements permanents de tous les builds pour pouvoir, quand il y en a un qui a un problème, le passer à l'autre en disant moi j'observe ça, et que l'autre lui dise pas ça marche sur ma machine, et qu'il puisse regarder ce qui s'est passé sur la machine de l'autre. Et ça sert aussi à partager le résultat du build pour les réutiliser, pour accélérer le dev, quoi. Et aujourd'hui, ça marche avec Gradle, Android, Maven, Bazel et SBT, normalement, d'ici la fin de l'année. Gradle a un petit peu inventé le concept de développeur productivity engineering il y a quelques années. Il y a 2 bouquins qui sont gratuits, qui sont assez intéressants, surtout le premier. Et il y a une conférence là-dessus avec plein de vidéos chouettes, avec des grands noms de l'industrie qui racontent comment ils gèrent la productivité des devs. Et les 2 trucs en bas, le showdown et le lowdown. Le showdown, c'est un espèce de jeu télévisé où c'est des grands du milieu qui racontent comment ils gèrent la productivité des devs chez eux. Et le lowdown, c'est des interviews un peu plus longues, c'est intéressant aussi. Voilà, les build scans, donc ce dont je parlais, les enregistrements permanents des builds. Si vous voulez avoir des t-shirts ou des trucs comme ça, moi j'en ai pas, mais il suffit de publier un build scan, c'est gratos et vous recevez un t-shirt. Voilà, et on recrute, si jamais ce dont on va parler aujourd'hui vous intéresse, il y a de la place. Alors, Gradle Kotlin. Donc Gradle, c'est un outil de build, un outil de construction pour construire le logiciel. Donc ça d'un côté. Et de l'autre côté, Kotlin, langage de programmation. On va regarder un petit peu. Celle-là, je vais la passer, c'est du texte, hein. Mais en gros, outil de build, open source, et avec un langage de configuration. Du coup, qu'est-ce qu'il y a là dans Gradle? Il y a un moteur de résolution de dépendance, parce qu'il faut faire tout l'aspect package management, donc télécharger les dépendances, etc. Mais aussi résoudre les dépendances entre les tâches, les choses qu'il y a à faire, etc. Un moteur d'exécution de tâches, qui est au cœur du truc, parce que c'est ce qui va orchestrer le boulot, qui va faire en sorte que ça aille le plus vite possible, tirer le meilleur parti de la machine, etc. Et un modèle de configuration et un DSL qui vont avec, qui sont extensibles par un système de plugins. On va voir en détail comment ça marche. Gradle Core, ça couvre principalement la JVM. On a un support natif vieillissant. La JVM, c'est maintenu, ça marche très bien, etc. Et la communauté, donc des grands et des petits, couvre un nombre d'écosystèmes assez fou. Je crois que sur le plugin Portal, aujourd'hui, on est à 7 ou 8 000 plugins communautaires.
Voilà. Alors, cette histoire de résolution de dépendance et d'exécution de tâches qui est au cœur de Gradle, qui est le truc à comprendre pour se dire, on va regarder qu'est-ce que c'est un build tool en général. Je vais prendre un exemple basé sur les tâches, mais c'est pareil avec le package management, etc. C'est des logiques de graphe orientées acycliques. C'est assez simple. Et par exemple, sur la résolution d'une tâche, quand on demande à un outil de build de lancer quelque chose, on part de ce qu'on lui a demandé. Par exemple, là, je lui demande de lancer des tests. Et on va regarder quelles sont les dépendances directes et commencer à construire ce graphe. Et en Gradle, chaque tâche, il faut la voir comme une fonction qui a des entrées et des sorties. Donc par exemple, elle va prendre des fichiers sources en entrée et produire un binaire en sortie, ou des binaires en sortie. Et donc ça, c'est la phase où on observe les tâches et tous leurs inputs, tous leurs outputs, ce qui nous permet de construire ce graphe des dépendances directes. Et après, il y a les dépendances indirectes qui, elles, passent via le moteur de résolution de dépendance. Par exemple, si j'ai une dépendance externe qui est nécessaire pour ma compilation ou pour mon runtime, etc., en fonction des tâches que je vais demander, le moteur de résolution de graphe, il va parcourir tous ces graphes-là, résoudre les dépendances, etc. Donc ça peut venir de l'extérieur, comme je viens de le dire, mais ça peut venir d'un projet qui est à côté, parce qu'on va avoir, je sais pas moi, mon cœur, mon layer de service, mon layer HTTP, etc. Et une fois qu'on a résolu ce graphe-là, on exécute. Et l'exécution, dans Gradle, il y a un principe fondamental qui est de ne jamais refaire ce qui a déjà été fait. L'idée, c'est d'aller plus vite. Parce que si à chaque fois qu'on lance son build, on refait tout, on perd un temps fou. Et l'unité de travail, c'est la tâche en Gradle. Et chaque tâche, donc, comme je le disais, a des entrées et des sorties. Et en Gradle, on déclare nos inputs et nos outputs avec un peu de métadonnées. On va voir un peu comment. Pour dire, par exemple, ça, c'est un fichier, ça, c'est un dossier, ça, c'est une chaîne de caractères, un booléen, etc. Et au moment d'exécuter la tâche, le moteur de Gradle, il va regarder tous les inputs et il va voir s'ils ont changé depuis la dernière fois que la tâche a été exécutée. Est-ce que j'ai déjà les mêmes résultats en local? Je les réutilise, je ne fais pas le boulot. S'ils ont changé, j'exécute. Et on a un build cache, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se cacher en local, mais en remote aussi, le résultat de chaque tâche. Et donc on va regarder, pareil, les inputs, les outputs, et pouvoir les réutiliser. C'est pratique, par exemple, quand on a une CI, on lui dit, bah, ta première étape quand tu check n'importe quel commit, c'est tu compiles tout, tu mets ça dans le cache. Et les développeurs, ils peuvent le tirer. Donc ça veut dire que le matin, moi quand j'arrive, je pull, je commence à builder, bah, en fait ma machine fait quasiment rien parce qu'il y a tout qui descend de la CI. Voilà. Et chaque tâche, elle, il y a un mécanisme dans Gradle qui lui permet d'être incrémental. Typiquement, une tâche de compilation, elle va compiler 100 fichiers sources en 1 ou 100 binaires. Ça dépend du modèle du langage. Mais dans le cas où c'est 100 et 100, ou 100 et 200, parce qu'il y a des dérivations, eh ben, les tâches incrémentales, elles vont avoir une API qui leur permet de dire, OK, ça a changé, ça n'a pas changé, ça a été déplacé, etc. Et de ne faire que le boulot nécessaire. Donc l'idée là, c'est vraiment Gradle, l'idée c'est de ne pas refaire ce qui a déjà été fait. Donc voilà pour ce qui est résolution de dépendance, gestion de graphe, exécution. Et tout ça c'est ce qu'il y a sous le capot, quoi. C'est ce dont on se sert, mais pour s'en servir, il y a un modèle de configuration, parce que son build, voilà, chaque build est un peu différent. On a toujours des spécificités, etc. Donc on a besoin de configurer les choses. Et donc il y a un modèle au cœur de Gradle qui est extensible par des systèmes de plugins. Et les plugins peuvent aussi contribuer du DSL, donc peuvent contribuer à ce qu'on voit en haut à droite là. C'est un fichier de script qui configure un projet dans un build. Et donc ici on dit voilà, j'applique le plugin Java parce que c'est un projet qui va builder du Java. Et d'appliquer ce plugin Java, ça rend disponible dans le DSL des choses qui ne l'étaient pas sans ce plugin. Donc un bloc Java, et là je lui dis bah, je veux que mon build il produise le jar de source. Et donc là, quand je fais ça, je ne travaille pas avec des tâches. Je ne configure pas des tâches. Je configure un modèle. C'est-à-dire que le business model d'un projet Java. C'est le domaine d'un projet Java.
Et ça produit un graphe de tâches. Alors c'est une partie du graphe de tâches qui est produit par le plugin Java, qui, on le voit, n'est pas représenté au-dessus, parce que le build script, lui, on ne fait que configurer le domaine, on explique ce qu'on veut construire, et derrière, le plugin va produire, en utilisant le moteur de Gradle, un graphe de tâches qui vont permettre d'accomplir ce qu'on a décrit. Donc là, on comprend qu'il y a, voilà, d'un côté, il y a modeler un build, modeler le domaine d'un build et expliquer comment il est, versus scripter les tâches, comme on le voyait, comme on le voit dans beaucoup de build systems ou de choses qui ressemblent à des build systems mais qui n'en sont pas vraiment, qui sont des package managers avec des scripts. Voilà. Et alors, un build Gradle, c'est un ensemble de code qui va, et de logique de build qui va produire notre logiciel. Et il y a des briques de base qui sont le build, c'est un build entier, qui est compris de ces settings, donc de ces paramètres, qui définissent la hiérarchie des projets qu'il y a dedans, et chacun des projets. Ça, c'est les trucs fondamentaux de comment on construit un build avec Gradle. Et on peut les composer ensemble. On verra ça plus tard. Alors pour savoir comment tout ça s'est implémenté, Gradle s'est implémenté en Java, principalement. Il y a un petit peu de Kotlin depuis quelques années, mais pas dans les API, c'est dans les implémentations. Donc les API, c'est du Java. Gradle fournit du DSL en Kotlin. Il fournit aussi un DSL en Groovy qui est maintenu, qui va continuer de marcher. On n'a pas dans l'idée de l'enlever. Mais le futur, c'est Kotlin. Là, on l'a déclaré par défaut maintenant, etc. 80% des nouveaux projets sur GitHub utilisent le Kotlin DSL maintenant. Donc ça commence à bien marcher. Et des plugins, donc les plugins qui peuvent venir du corps de Gradle ou qui peuvent venir de la communauté, etc. Et les build scripts qui sont dans votre projet, qui sont sur chacun des projets. Et donc on entend souvent configuration versus convention, etc. Et en fait, ça fit dans le modèle de Gradle, c'est-à-dire que les build scripts, ça doit être de la configuration. Et quand on veut faire des conventions, on les extrait dans des plugins. Et c'est des plugins qui peuvent être locaux à notre build. Et c'est les plugins communautaires, c'est des conventions aussi. Donc on les prend et on les configure. Donc avec nos scripts, on configure, et les conventions sont dans des plugins, locaux ou distants. Alors les plugins, donc, comme on l'a vu, ils sont implémentés au-dessus d'une API Java. Donc ils peuvent être implémentés en Java, en Groovy, en Kotlin. On peut s'amuser à les implémenter en Clojure, en Scala si on a envie. Ce qui est supporté, c'est Java, Groovy, Kotlin. Et évidemment, on les build avec Gradle. Donc là, on commence à avoir des petites poupées russes qui s'emboîtent. Et il y a des plugins de convention pour aider à builder les plugins. Tout ça, ça se tient, mais ça commence à faire des couches qui s'emboîtent. Le modèle de programmation dans Gradle, donc il y a les scripts pour configurer, mais quand on veut coder des conventions, il y a un modèle de programmation, c'est un modèle qui est assez classique, qu'on retrouve dans la plupart des frameworks, modèle d'Hollywood, hein, m'appelez pas, c'est moi qui vous appelle. Donc c'est Gradle, le framework qui instancie vos objets, qui les décore, qui leur ajoute des fonctionnalités, et avec des annotations, on va se faire injecter des services, des trucs comme ça. Donc là, c'est un exemple complètement fictif sur, j'ai un type de l'API Gradle, moi je l'implémente avec un type abstrait, et je dis, j'ai une propriété string, j'ai le service injecté, et après je peux faire quelque chose avec. Les plugins, c'est comme ça, et un plugin, c'est tout simple, c'est une fonction. Voilà, un plugin pour un projet, c'est une fonction qui prend un projet. Un plugin pour settings, pour définir la hiérarchie d'un build, il va prendre un settings et il va opérer dessus avec une API. Donc ça ressemble à c'est du code comme le code qu'on écrit dans un code de prod, etc. D'ailleurs, ça veut dire qu'on peut le tester. Tester? C'est pas douter. Merci. Donc je disais tout à l'heure, les tâches, c'est des fonctions. Donc quand on écrit une tâche, on va se poser les questions, quels sont mes inputs, quels sont mes outputs, qu'est-ce qui se passe quand les outputs changent, etc. Et pour faire fonctionner ce système, pour éviter de refaire le travail, savoir si on a déjà les résultats en local, savoir si on va les tirer d'un cache distant, Gradle nous fournit des petits outils qui sont dans ce cadre de développement, encore une fois,
Donc ça, c'est une tâche, là à gauche, là, une tâche naïve. Dire, elle déclare un input, un output. En input, j'ai une arborescence de fichiers. Et en output, j'ai un répertoire. Et j'ai une action qui fait tartempion, whatever. Celle-là, si je la lance une fois, je la lance une deuxième fois, je la lance une troisième fois, elle va refaire le boulot à chaque fois. À droite, on a la même tâche, mais avec ses inputs et outputs déclarés. Et donc, je vais dire, voilà, mon file tree, ici, c'est des fichiers en input. Parce que je pourrais avoir un file tree en output, mais non, là, c'est de l'input. Et mon répertoire, c'est de l'output. Donc celle-là, elle va être up-to-date. C'est-à-dire que si je la lance une fois, elle va faire le boulot. Et si je la lance Gradle va snapshotter les inputs et les outputs, conserver les hashes de tout ça. Et la fois d'après, il va dire, OK, ça c'est de l'input, je re-snapshot, c'est les mêmes, OK, les inputs n'ont pas changé. Est-ce que les outputs qui sont sur le disque sont toujours les bons qui correspondent aux inputs d'avant? Si oui, j'ai rien à faire, je continue. Sinon, je regarde dans le cache, je sors du cache, et si j'ai pas dans le cache, j'exécute. Alors pour pouvoir les partager avec le cache, on rajoute cacheable task. Pour dire, OK, c'est un opt-in, je rentre dans le cache. Et il y a un truc, le deuxième truc, qui dit, OK, quelle est la sensitivité au chemin de ces inputs? Parce que dans mes inputs, je peux avoir... en fait, la question qui est importante ici, c'est qu'est-ce qui se passe quand un input ou un output change? Si dans mes fichiers d'input, c'est des fichiers texte, admettons, et dedans, il y a des chemins absolus. S'il y a des chemins absolus, je ne peux pas les partager d'une machine à l'autre, parce que ça ne sera pas dans le même répertoire. Alors, en général, les chemins absolus dans les inputs ou dans les outputs, c'est un gros problème, parce que ça veut dire qu'on va avoir des problèmes de perf, parce qu'on ne va pas pouvoir utiliser le cache. Donc voilà, il y a des outils dans Gradle pour gérer ça, il y a des warnings qui ressortent. Et donc là, je déclare que la sensitivité ici, elle est relative à la racine de ma file collection ou de mon arborescence. Donc là, comme on le voit, il y a beaucoup d'opt-in, mais Gradle fait des warnings de plus en plus, parce qu'on a rajouté ces trucs-là au fil du temps. Hein. Gradle, ça a 15 ans. Et quand on développe des plugins, il y a aussi du linting, des checks pour être sûr que ça. Et on est de plus en plus strict. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Gradle 8, celle-là qui n'est pas annotée, le build, il va péter maintenant. Il va dire, non les gars, il manque des trucs. Il faut déclarer vos inputs et outputs. Ce n'était pas le cas il y a encore 2-3 ans. Voilà. Le projet a 15 ans et on a des builds qui ont 15 ans, qui continuent à tourner, qui continuent à évoluer, donc on a des grosses problématiques de compatibilité. Donc voilà, ça c'était pour vous faire une vue d'ensemble de ce qu'est Gradle. Si vous avez compris ça, dire franchement, Gradle, une fois qu'on a compris ça, c'est pas sorcier parce que c'est voilà, une API, un modèle de conf, un système de plugin, un moteur de tâches et les dépendances et de résolution de dépendances. Voilà pour Gradle. Kotlin de l'autre côté. Kotlin, donc c'est combien d'entre vous connaissent Kotlin? En ont fait? En font au quotidien? Ok, c'est cool. Donc, on va aller vite un peu là-dessus parce que j'ai pris du temps pour la première partie. Multiplateforme, pour moi, c'est le premier truc. Et statiquement typé, null safe, fonctionnel objet. Voilà. Et une inférence de type absolument magnifique. Kotlin, ça a 11 ans maintenant. Ça sort d'une boîte qui s'appelle JetBrains. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une boîte qui fait des IDE à la base. Et donc, c'est une boîte qui fait des IDE qui s'est dit, tiens, on va faire un langage et un compilateur, etc. Et donc, jusqu'au fond, au plus bas du compilateur, on sent ça, on sent cette patte user experience pour le développeur parce qu'on a des chouettes messages qui remontent, le support dans l'IDE, il est au poil, voilà. Et ils ne se sont pas arrêtés là, c'est-à-dire qu'ils ont fait un truc multiplateforme qui target plein de plateformes. On peut faire des trucs qui tournent un peu partout, jusqu'à de l'embarqué, du mobile, du serveur, etc. C'est interopérable. En pratique, l'interopérabilité avec Kotlin, avec Java, elle est on ne peut plus simple. Avec JavaScript, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut écrire beaucoup de wrappers.
Quand on a du TypeScript, des types définitions de TypeScript, ça va mieux, parce que du coup, il y a les typages forts, etc. Et avec C, bon, bah, faut connaître un peu C quand même. Mais il y a pas mal de gymnastique pour travailler avec les pointeurs depuis Kotlin. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, au cœur de Kotlin, il y a le langage, et il y a ce qu'ils appellent Kotlin Common. Kotlin Common, c'est le langage, et la standard library, les librairies externes, etc., supportent Kotlin Common. Et quand on code juste avec Kotlin Common, ça marche sur toutes les plateformes. Il n'y a pas de question à se poser, ça compile sur tous, etc. Et après, quand on veut aller plus loin, on va utiliser, par exemple, expect actual, qui est un concept du langage, où on dit dans le common, j'expecte telle fonction ou telle classe, etc., ou telle interface. Et après, par plateforme, on va avoir un fichier qui écrit comment c'est implémenté dans cette plateforme, ce qui va permettre de cacher des détails de chaque plateforme pour le code commun. Il y a tout un écosystème autour de ça avec des librairies. Ça commence à être vraiment fourni, donc pour faire de la ligne de commande jusqu'à un petit serveur HTTP dans de l'embarqué, de la concurrence structurée avec un truc moderne, avec des coroutines, etc. Sérialisation, et jusqu'à de l'interface graphique multiplateforme maintenant. Et un aspect important que j'aime bien moi, dans ce côté multiplateforme, et c'est pour ça que je dis que c'est différent du cross-platform, que les toolkits cross-platform. L'idée, c'est de partager tout, et ça ne marche pas. En pratique, c'est l'enfer, il y a toujours un truc qui ne va pas, etc. Et avec Kotlin, en fait, l'idée, c'est qu'on peut partager autant qu'on veut. C'est-à-dire, on peut partager le plus petit truc possible, et après, on peut augmenter le partage. Par exemple, on peut partager juste ses DTO, juste la déclaration des objets métiers, par exemple, entre un serveur et un client. On peut augmenter en rajoutant toute la stack de networking. Et du coup, sur le web, le mobile, etc., on va utiliser la même stack de networking. Du coup, les développeurs, ils ont un seul truc à faire et un seul truc à débugger. Le stockage en local, SQL, tout ce qu'on veut, dans les mobiles ou du local storage dans le web, etc. Et on peut partager jusqu'à la couche de présentation, voire même l'UI. Et Kotlin, ils fournissent aussi des plugins Gradle pour qu'on puisse builder le Kotlin avec Gradle. Et donc les plugins Gradle de Kotlin, ils vont instrumenter la toolchain, ils vont instrumenter le compilateur, le linker, etc. Et ils vont modeler le domaine qui est construire du Kotlin pour fournir un DSL de configuration, et derrière qui va produire des tâches Gradle pour exécuter tout ça. Et je parlais de partager l'UI. JetBrains, en bossant avec Google, ont bossé sur un truc qui s'appelle Compose Multiplateforme. Compose, maintenant, c'est le toolkit par défaut sur les applications Android pour faire des interfaces graphiques. Et avec JetBrains, ils ont bossé pour rendre ce truc multiplateforme. C'est-à-dire que ça compile vers, alors sur la JVM pour le bureau, donc Linux, Mac, Windows. Sur Android, c'est natif. Ça compile sur iOS maintenant, donc ça fait de l'affichage natif. Alors c'est du natif bas niveau, c'est pas du Swift UI, hein, c'est une autre UI. Donc ça a ses problèmes évidemment. Là, on commence à voir les prémices de ce qui se passe dans le browser avec Wasm et le Canva, pour partager jusqu'à l'UI. Et alors c'est basé sur Skia, qui est une librairie bas niveau d'affichage, qui est la librairie par défaut d'affichage de tout Android, qui est celle qu'il y a dans Chrome, Chromium, etc. Voilà, donc voilà pour parler un peu de Gradle, parler un peu de Kotlin, poser le contexte. Et donc là, on va regarder une application d'exemple pour voir un petit peu comment tout ça s'est foutu, donc complètement imaginaire. L'idée, c'est une appli où j'ai essayé de partager le maximum de choses, d'aller le plus loin possible sur Kotlin multiplateforme. Et c'est une appli qui, tout bêtement, appelle un service en ligne de génération d'images. Et alors, on va lancer la version desktop. Donc ça marche sous Linux, Windows, Mac. Un truc qui est chouette avec Compose, c'est que c'est pixel perfect sur toutes les plateformes.
Alors il y a un look and feel de base, là c'est Material, mais il y a moyen de faire du look and feel qui s'approche du natif sur iOS, etc. Donc par exemple, on va lui demander des flamants roses pirates, hein, c'est le thème. On va voir comment le réseau fonctionne. Tadam. Voilà, et on a, alors voilà, c'est les IA, hein, ça a toujours une drôle de tête. Voilà, donc on a une version bureau, on a, alors je vais partir de mon petit readme, et dans mon petit readme, je vais pouvoir lancer la version web. Alors la version web, là, ici, c'est pas du Wasm avec Canva, c'est du DOM. Donc l'UI n'est pas partagé. Mais du coup, ça marche pareil. Et tout le reste du code en dessous, il n'y a que l'UI qui est différent. Tout le reste du code en dessous, il est bon. Donc j'ai une version comme ça web qui marche aussi. Il y a la version Android. Elle est où la version Android? Elle est là. Hop. J'ai mon petit émulateur qui démarre. Je suis sous Linux, donc je ne vais pas vous montrer la version iOS. Il va falloir que vous me croyiez sur parole, mais ça marche et ça a exactement la même tête. Voilà. Et du coup, on se retrouve avec une base de code commune, tout qui est partagé, et très très peu de code en fait pour chaque plateforme qui va faire la glue. Alors, il est allumé ou il est éteint lui? Voilà. Donc là c'est pareil, je sais pas moi, Flamingos. Ouais. Alors des flamants roses peints par Caravaggio. Voilà. Et puis, après on peut s'amuser. Voilà, bon, on voit pas trop la différence. Donc voilà pour la démo. Bon, c'est une appli qui a rien de particulier. En gros, il y a une petite UI, il y a des appels HTTP à un service, de la sérialisation JSON et du stockage local pour stocker la clé d'API. C'est-à-dire, par exemple, je peux virer mon API key, il faut que j'en tape une nouvelle, alors je vais mettre n'importe quoi. Voilà. Et donc, elle est stockée dans le téléphone. Il y a la même chose pour web sur local storage, etc. Et donc là, effectivement, forcément, avec une mauvaise API key, ça ne marche pas. Mais l'appli se résume à ça. Et du coup, on va regarder un petit peu comment c'est foutu. Et on va partir de la fonction main pour le bureau, donc Linux, Mac, Windows. Et ça, c'est du compose. Alors, c'est pour des histoires d'historique, mais les packages, c'est Android X, alors que ça marche sur... même sur iOS, les packages, c'est Android X. Comme ça. Ça changera peut-être un jour. Et du coup, c'est du classique, toolkit, etc. Et ici, là, j'ai les choses qui sont ces deux trucs-là qui font partie vraiment de mon application. Et donc, j'ai les settings, c'est ce qui permet de stocker des choses en local pour la clé d'API. Et c'est une librairie communautaire qui existe et qui fournit un support de préférence pour toutes les plateformes. Et là, par exemple, je suis donc dans le code pour la JVM. Donc on voit que le plugin Gradle pour Kotlin, il modèle la façon dont on construit un projet Kotlin en ayant SRC, Common, iOS, JS, JVM, Android. Et donc j'ai mes sources qui peuvent être éclatées et le code commun est ici. Et après, j'ai du code spécifique par plateforme. Et donc là, ça stocke dans les préférences de la JVM. Pour JavaScript, ça stocke dans Local Storage. Pour iOS, c'est User Default Settings. Voilà. Et Android, ça doit être dans les charrettes de préférence. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait du code spécifique par plateforme. Et là, j'ai ma Common UI. Et ma Common UI, donc c'est... on va pas rentrer dans le détail de comment ça marche Compose, mais ça ressemble à du React. Donc j'ai de l'état qui est stocké et je change l'état par des actions sur des composants graphiques, etc.
Voilà. Et cette Common UI, si je regarde dans mon IDE où est-ce qu'elle est utilisée, bah, je la retrouve dans mon iOS, dans mon desktop, dans mon Android. Alors, il n'y a pas la version web parce que l'UI, elle n'est pas partagée. Voilà. Et si on regarde l'UI, la partie web, pardon, bah, c'est un main aussi. Et là, j'ai le settings qu'on a vu. Et par contre, j'ai une web UI. Et la web UI, c'est du... voilà, on retrouve... Il y a un DSL avec du DOM. OK. Et donc, si on regarde ma Common UI, qu'est-ce qu'elle fait? Là où j'ai mon image prompt, donc on utilise les coroutines de Kotlin, c'est ce que j'appelais la concurrence structurée, pour faire les appels asynchrones à notre service HTTP. Et tout ça, c'est caché derrière un image generator, qui est un type à nous, qui est là, et qui fait les appels HTTP, etc. Et qui est, lui, écrit en Kotlin Common. Donc il est écrit une fois, et il marche sur toutes les plateformes. Et après, c'est les dépendances de ce truc-là. Donc là, je suis dans un script Gradle qui configure le build de mon composant de génération d'images. Et du coup, je déclare les plateformes JVM, JS, OS X, alors x64 et ARM pour avoir l'émulateur et le vrai téléphone, le simulateur, et mes sourcettes avec mes dépendances. Et donc là, j'utilise Ktor, qui est un client HTTP, le client Ktor, qui est cross-platform, qui a un mock pour le faire des tests, qui a une version native sur iOS, etc. Et donc, cette image générateur, tiens, je vais regarder qui s'en sert. Et donc là, on retrouve, il y a un test. Tiens, c'est bien, il y a des tests. On retrouve Common UI, qui est l'UI partagé, qu'il appelle, le web, et il y a un autre fichier qui a été ici. Donc je regarde, ok, c'est un fichier qui génère des images aussi, mais je suis dans quoi, moi? Je suis dans une work action. Une work action, c'est quoi? C'est un truc de Gradle, or Gradle Workers. Donc en fait, mon composant de génération d'images, il est utilisé par mon appli, mais il est aussi utilisé par mon build. Parce qu'en fait, dans mon build, j'ai poussé le vice pour cette démo, mon build utilise la génération d'images pour produire les assets de l'application, genre l'icône. Pour la démonstration. Voilà. Et donc ce truc-là, il est là, et donc je suis bien dans une tâche Gradle. Donc, un petit pas en arrière, ce qu'on a vu là, c'est que donc ce que j'ai en bleu, c'est mon code métier de mon appli. En bas, j'ai ma librairie de génération d'images. Et en haut, j'ai mes applications. Et au milieu, il y a tout ce qui est partagé entre les applications, en vert. Et en bleu, il y a la build logic du build, parce que le build utilise le système de génération d'images. Et ce qu'on a vu en naviguant du code métier au build, c'est que dans l'IDE, c'est seamless, on ne voit pas la différence, on navigue. Et on partait de Kotlin, on arrive dans du Kotlin. Donc on a du Kotlin partout, quoi. Et donc, comme je disais tout à l'heure, Gradle, c'est du Java, avec du Kotlin par-dessus. Et c'est ça qui permet d'avoir un logiciel entièrement codé au Kotlin avec le build codé en Kotlin, ce qui permet aux développeurs d'avoir un seul langage à utiliser, d'avoir les mêmes outils pour le test, les mêmes linters. Donc ça enlève beaucoup de soucis. Et tout ça, ça marche grâce à une grosse collaboration avec JetBrains, tant sur l'expérience IDE que sur les compilateurs de plugins, les plugins de compilateurs, pardon, pour les scripts, etc. Donc là, c'est une vue de notre appli et de son build, mais plus d'un point de vue Gradle. On disait tout à l'heure qu'il y a les building blocks en Gradle, c'est les projets, les settings qui donnent la hiérarchie des projets, et tout ça encapsulé dans un build. Et pour construire cette appli, il y a 4 builds, à cause de l'indirection nécessaire, parce
que sinon on a un problème de poule et d'œuf entre la logique de build, la librairie de génération d'images et les applications. Parce que la logique de build, elle est utilisée pour construire les applications, mais elle utilise la librairie de génération d'images qui est utilisée dans l'autre. Et donc là, en bleu à droite dans Application Build, donc c'est le build des applications, on voit nos applis. Il y en a 3 qui utilisent l'UI partagée, Web App non, elle utilise Shared Logic. Par contre, toutes utilisent Shared Resources. Shared Resources, c'est... alors j'ai tué l'appli, c'est dommage, mais... desktop. Elle a le petit icône qui est là en haut, il a été généré par le build avec le service. Et un build pour notre domaine, parce qu'on veut pouvoir le partager entre build logic et application build et le build logic. Et là, ce qu'on voit en haut à gauche, c'est qu'il y a un autre build pour les slides. C'est-à-dire que les slides, là, elles sont buildées avec le build de l'appli. Et les slides, elles utilisent le même système de génération d'images. Alors, là, c'est des slides, pour le fun, mais ça peut être la doc du projet. Donc, ça permet de faire, voilà, d'automatiser tout sans avoir de duplication, sans... Et donc, la build logic qu'on a vue, pour tout ce projet, là, on a vu la structure un petit peu. Et comment ça se matérialise? Ça se matérialise par le fichier de settings. Alors, je vais vous le montrer dans le code. C'est celui-là. Il y a un petit peu plus, mais en gros, ça se résume. Pour constituer les hiérarchies, tout ça, ça se résume à ça. C'est-à-dire qu'en Gradle, dans le settings, je vais définir, comme je disais tout à l'heure, ma hiérarchie de projet avec include. Alors là, c'est une liste à plat, mais ça pourrait être une hiérarchie. Donc ça, c'est tous mes projets d'application. Et je vais inclure 2 autres builds. Le build des slides et le build pour la génération d'images. Et après, je peux déclarer des dépendances à travers tout ça. Et alors, on en était, quand on explorait, on en était à Image Generator. Et donc là, on a notre tâche. Et donc, on retrouve le type abstrait, le modèle de programmation de Gradle, quoi, un type abstrait, des propriétés d'input, d'output, un service injecté et une action qui utilise le système de génération d'images. Et donc cette tâche, elle est utilisée où? Elle est utilisée ici. Pardon, ça c'est pas la bonne référence. Non plus. Eh oui, évidemment. Elle est utilisée ici. Et là, on voit du code qui enregistre une tâche, qui la configure, etc. Et donc ça, c'est du code un petit peu impératif. C'est pas ce qu'on veut dans nos build scripts. Dans nos build scripts, on veut que de la configuration d'un modèle modelé, etc. Donc ça, c'est dans un plugin. Et si on regarde, ce plugin, il est là. Et tout ça, c'est mes plugins locaux. Alors là, j'ai poussé le vice à Don't repeat yourself, hein, à tout extraire. Le code est dispo, vous pourrez le regarder si ça vous intéresse. Et tout ce code-là de plugins locaux est dans un truc qu'on appelle build source. Et en fait, chaque build Gradle, si on crée un dossier build source dedans, par convention, c'est un build pour construire des plugins pour le build local. Donc c'est là qu'on extrait, quand on écrit des build scripts et qu'on se dit, oula, le build script, il commence à devenir un peu foufou, je configure 5 tâches et tout, il n'est pas beau, il va devenir pas maintenable. On extrait les plugins dans build source. Et donc c'est un projet comme un autre. Hein, ça build de la JVM, il y a des dépendances, et il y a src, main, et il peut y avoir des tests, etc. Voilà. Et du coup, après, Shared Resources, donc ça c'est le plugin, Shared Resources, il étend aussi le DSL avec une extension au DSL. Et ça, on va voir... ici, j'ai un de mes projets qui utilise ce plugin. Donc ça, je suis dans le script de configuration
de mon projet qui génère les images au build time pour l'icône de l'appli, le splash screen, etc., ou les trucs de la doc. Et là, j'ai un chouette DSL où je dis, OK, bah, j'ai des images générées, je veux un icône, voilà le prompt, etc. Mais y a pas, je bricole pas des tâches, je fais pas du scripting de tâches ici. Je fais de la conf. Voilà. Et donc le Kotlin DSL de Gradle, lui, il permet ça. Il permet qu'un plugin contribue des choses dynamiques à un DSL, mais qu'après, dans votre IDE, ce soit du statiquement typé, avec de la complétion, avec de la doc, etc. Et donc ça passe d'un modèle dynamique à un modèle statique. Il y a un petit peu de magie. Après, c'est pas magique, c'est une compilation en deux phases avec de la génération de code, etc. Et tout ça, c'est fourni par des plugins du compilateur Kotlin qu'on a écrit nous, etc. Et alors je vais passer parce que si vous voulez approfondir, vous pouvez regarder les slides. Mais il y a un point important, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je crois, c'est de garder la logique impérative en dehors des scripts de configuration, donc extraire des plugins de convention, et garder les scripts pour que de la configuration. Donc pas scripter les tâches dans les scripts, etc. Parce que sinon, avec le temps, votre projet il va rouiller et ça va être compliqué à maintenir. Ça, c'est pareil, vous pourrez regarder les slides si vous voulez aller plus loin. Et donc, build source, on a vu, c'est là où on extrait. Et une fois que vous avez extrait vos plugins de convention dans un build, et vous dites, ah, mais dans ma boîte, il y a un deuxième projet. Et je veux pouvoir partager mes conventions. Et donc là, vous pouvez, si c'est dans le même repository Git, vous pouvez juste les extraire dans un build séparé et avoir vos deux projets, l'inclure directement en local. Ou alors, vous pouvez les publier sur un repository Maven interne. Voilà. Des petits liens pour la doc. Et on a fait un petit peu le tour de tout ça. On continue à bosser là-dessus, donc on va rajouter des petits trucs sympas sur l'utilisabilité. Donc aujourd'hui, il y a le DSL de conteneur pour les tâches, pour les source sets, etc. Il est un peu compliqué à utiliser, il est difficile à découvrir dans l'IDE, donc ça on est en train de bosser, on a une grosse spec, on attend d'avoir un consensus interne là-dessus pour pouvoir le pousser, mais ça va venir. Et puis sur la perf, on a plein de trucs en préparation, notamment Kotlin Compiler 2, on est en train de faire les tests pour vérifier comment on peut l'intégrer, etc., qui normalement devrait compiler quelque chose comme 2 fois plus vite pour compiler tous les scripts d'un build. Quand on a des gens qui ont des builds avec 4000 modules, 4000 fichiers de script. Quand ils changent un truc qui invalide tout, ça met du temps à recompiler. Voilà. Donc ça devrait aider. Voilà, encore une fois, on recrute. Il y a de la place pour des devs, back-end, front-end, DevRel, sécurité, s'il y en a dans la salle, ça, on cherche. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, je suis un peu dur de la feuille, alors il faut utiliser le micro, s'il vous plaît. Est-ce que le cœur de Gradle, qui historiquement était en Groovy, est en réécriture en Kotlin est-ce que c'est une activité qui est une cible finale ça? Alors, le cœur de Gradle, il a été en Java et Groovy. Il y avait un peu des deux. Et il y a, je crois, 5 ans, on a tout ce qui était en Groovy a été réécrit en Java pour des problématiques de performance, parce que c'était beaucoup de Groovy dynamique. Et il faut savoir que Groovy dynamique, ça veut dire réflexion en runtime. Donc c'est un enfer. Et ça a bien aidé. Et ce qui existe, on ne le réécrit pas en Kotlin pour l'instant. Mais le Kotlin DSL de Gradle, ça a été écrit en Kotlin. Et un projet récent qui a démarré il y a 3 ans, dont j'ai été le lead avant et je suis revenu sur le Kotlin DSL maintenant, c'est le Configuration Cache. Et ça, c'est entièrement écrit en Kotlin. Et on commence à discuter parce qu'on supporte toujours Java 8. Et pour certaines parties, Java 6, parce que pour un truc tout bête, c'est quand tu essaies de lancer Gradle avec Java 6, ça donne un joli message d'erreur. Pour arriver à ça, il faut qu'il y ait une partie qui soit écrite
compatible Java 6. Et puis, tu peux lancer tes tests avec Java 6. Donc, il faut qu'il y ait une partie qui wrap les tests qui soient écrits en Java 6. Donc, on a des morceaux en Java 6, des morceaux en Java 8. Et pour que nos ingénieurs soient plus heureux et fassent des trucs un peu plus funky, on est en train de discuter de savoir comment on va faire. Est-ce qu'on pousse la barrière, on dit OK, pour tout le monde, c'est du Java 17, ou est-ce que pour nos implémentations internes, on prend Kotlin, parce que Kotlin, c'est un langage moderne, mais on peut lui dire produis-moi du bytecode Java 6, Java 8. Voilà. Donc il n'y a pas de projet en cours, il y a des discussions. Et il y a déjà du Kotlin à l'intérieur. Bonjour, déjà merci pour la présentation. J'avais une petite question. On a vu tout à l'heure, par exemple, qu'on avait de la shared logic pour les différentes, pour Kotlin multiplateforme. Donc on va avoir différentes implémentations en fonction de en fonction de ce qu'on vise. C'est bien Gradle qui va venir nous aider à choisir ces implémentations au moment du build, au moment de la task? Tout à fait. Tout à fait. C'est le moteur de résolution de dépendance de Gradle. Qui est utilisé par le plugin Kotlin pour Gradle, qui, quand il build un projet multiplateforme, il produit plusieurs variantes de ce projet-là. Une variante common et une variante par target supportée. Et quand ces artefacts, donc ça va être des... en Java, c'est des jars. Kotlin multiplateforme, la représentation intermédiaire, c'est des klib. Quand ça, c'est publié en local ou sur un repository Maven, c'est publié avec des métadonnées, comme les pommes, sauf que les pommes, ça ne suffit pas, le modèle est trop simple. Du coup, c'est du Gradle module metadata, qui peut être publié même par des projets qui ne sont pas buildés avec Gradle. Guava, récemment, a démarré la publication des modules metadata, qui permet au modèle de dépendance de Gradle de résoudre les variantes demandées. Et par exemple, si je veux construire dans ma charrette de logic, j'ai une dépendance par exemple vers Multiplatform Settings, qui est une librairie qui est publiée pour toutes les plateformes. Moi, je déclare une dépendance en common. Et comme les bonnes métadonnées ont été publiées, quand je lui dis compile-moi pour iOS, le moteur de dépendance va aller fetcher uniquement ce qu'il lui faut, iOS common, tac tac, le mettre dans le class path de compilation. Voilà, ouais. Android fait pareil. Android et Kotlin, c'est les deux principaux utilisateurs dans l'écosystème Gradle de ce système-là. Quand vous parlez de variantes, c'est à peu près la même chose que les bit variantes qu'on va trouver par exemple sur Android? Ouais, c'est modelé de la même façon. Ouais, pardon. La question, c'est est-ce que les variants, c'est la même chose que les build variants qu'on trouve dans le monde Android? Et la réponse est oui. C'est modelé de la même façon, c'est modelé avec le système de variants du moteur de dépendance de Gradle. On est bon. Merci beaucoup.